Notre histoire se déroule dans un monde où d'étranges créatures errent dans le royaume des humains. Elles finissent par devenir violentes et dangereuses pour les gens ordinaires. Mais heureusement, notre héros est un garçon qui se soucie d'elles toutes. Il voit en elles quelque chose qui l'attire vraiment. En fait, il est même un peu troublé en leur présence. Mais sérieusement, il se consacre beaucoup à son travail. Et bien sûr, il n'aura pas à le faire seul. Il aura de magnifiques alliés à ses côtés. En résumé, c'est un monde vraiment dangereux. Mais ce qui est périlleux pour certains peut être très séduisant pour d'autres. Par une belle nuit en ville, quelqu'un touche le sol, disant qu'il y a diverses gouttes d'agitation. Le jeune homme observe cette flaque et mentionne également qu'il y a quelque chose de bizarre à proximité. Toujours la main au sol, il essaie d'extraire plus d'informations de cette cellule. L'agitation est presque à sa limite, et l'autre peut libérer son pouvoir à volonté, mais seulement s'il trouve d'abord les indices de cette créature. Soudain, quelque chose apparaît derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. Cette chose se met à bouger intensément et le surprend grandement. Cette étrange entité attaque rapidement et frappe le sol, forçant le jeune homme à sauter pour l'esquiver. Il évalue la situation et se rend compte que la créature bizarre se cache dans les gouttes, attendant une occasion de lancer une attaque furtive. En regardant cette chose étrange, il pense qu'il est impossible de savoir laquelle est la source. Soudain, quelque chose attire son attention au-dessus de notre héros et le surprend une fois de plus. Souriant, il se prépare en disant qu'il l'a trouvé. Cette chose frappe notre héros et s'éparpille partout. Le jeune homme retient cette femme mi-humaine en lui demandant de ne pas s'enfuir. Pourtant, la créature bizarre s'échappe de ses mains juste après avoir tenté de l'attaquer. Intrigué par la situation, il commente que c'est une fille assez dangereuse. Cette créature bizarre le regarde, un peu intimidé. Notre héros dit qu'il sera embarrassé si la jeune femme continue de montrer ses jambes. La créature se contente de l'observer avec des yeux de serpent, semblant quelque peu irritée. Une créature bizarre provoquée est encore plus dangereuse, mais ce n'était pas l'intention de notre garçon. La chose violette sur la poitrine de l'homme explique que les créatures le voient déjà comme un ennemi et le poussent à utiliser son propre pouvoir. Le garçon ressent quelque chose de désagréable alors que cette énergie commence lentement à envahir son corps. Elle modifie son bras, qui se divise en ce qui ressemble à plusieurs tentacules. Avec un regard intense, il semble prêt à attaquer. À l'aide des tentacules, il parvient à lier les jambes de la créature bizarre, ne lui laissant aucune chance de se défendre. Surpris, il se demande si c'est la force de l'agitation des gouttes. Peut-être que les gens voient cette opération comme quelque chose de mal, mais peut-être que l'autre a besoin de mieux comprendre les choses. Soudain, la belle créature, du moins aux yeux de notre jeune homme, libère une des jambes qui était enchevêtrée. Il semble que cette fois, le jeune homme ne s'attendait pas à ce qu'elle y parvienne. Maintenant libre, elle bondit sur lui de toutes ses forces. Ce pourrait être la fin pour notre jeune homme. Utilisant cet étrange bras tentacule, il réagit en lui demandant si elle a toujours l'intention de riposter. Cette fois, les tentacules l'attachent à divers endroits, offrant une vue magnifique à notre héros. Il se sent satisfait et commente qu'il aime la voir se battre comme ça, pleine de volonté. Oui, cette fois, ses pensées étaient assez indécentes et son parasite attire son attention. Puis cette créature ouvre une bouche énorme. De l'intérieur de cette bouche en sort une autre qui s'étend encore plus, ressemblant à un alien, et le garçon trouve ce qu'il voit assez désagréable. Maintenant, la créature bizarre le ligote et le choc le laisse sans réaction face à l'attaque. Un peu amoché, il pense que c'est la fin pour lui. La bouche de la créature est étrangement grande et semble vouloir l'avaler tout entier, ne laissant rien pour une collation. Alors qu'il fait face à la mort, il se demande pourquoi les choses prennent cette tournure. Pourquoi diable me suis-je engagé là-dedans? Se demande le jeune homme. Voici Chang Zekin, un lycéen. Compte tenu de ce qu'il a l'habitude de voir dans sa vie quotidienne, il ne peut pas vraiment dire que quoi que ce soit puisse être considéré comme étrange. Au début, il a ressenti de la peur, ce qui était normal. Avouons-le. Mais peu après, il a réalisé qu'il était capable de les voir. Le choc d'avoir quelque chose dont il pouvait profiter seul. Au final, cela a laissé notre petit héros profondément fasciné. Tout le monde le trouve étrange, même ses parents qui lui ont loué un appartement et ne lui demandent même pas s'il aimerait revenir pendant les vacances. Soudain, il se dit, qu'est-ce que c'était que ça? Il semble que ces traces rouges soient quelque chose d'assez bizarre. Courant avec surprise, il se demande s'il y a quelque chose dans cette ruelle. Quand, de nulle part, une chose étrange lui frappe le visage. Saisissant cette petite chose dans ses mains, il se demande ce que cela peut bien être, et tout ce groupe de mini-personnes mignonnes devient un peu désespéré en entendant qu'il veut en faire son animal de compagnie. La petite créature s'enfuit en sautillant, notre héros à sa poursuite. Une femme prend la petite chose et lui demande s'il peut voir les gouttes d'émotion laissées par les êtres bizarres. Avec bienveillance, elle lui demande s'il voit ces créatures pendant que la créature est terrifiée. Rougissant un peu, le jeune homme pense que c'est une femme merveilleuse. Et même les yeux fermés, il peut encore sentir sa beauté et sa sagesse. Il pense que même en voyant cette femme merveilleuse, son cœur est agité et veut dire quelque chose. Cette femme n'est probablement pas humaine. C'est une sorte d'humanoïde bizarre. Elle est surprise de voir des humains s'intéresser au bizarre et lui demande s'il aimerait travailler pour elle. Chang Zekun veut savoir si ce travail lui permettra de voir plus de monstres, mais il se corrige car ils sont connus sous le nom de bazar. Elle explique qu'elle cherche les bazars à travers le monde dans le but de les aider, et que s'il accepte le poste,
il pourra en rencontrer beaucoup. Puis elle dit qu'elle lui fournira tout le soutien dont il pourrait avoir besoin, à condition que notre héros ait le courage d'accepter ce qu'elle a à offrir. Avec le recul, il sait maintenant pourquoi il a accepté ce travail, pour vivre une vie bienveillante avec tous les bizarres. Puis quelqu'un demande s'il est le nouveau pigiste humain. Elle veut savoir si c'est son attitude au travail, se débattre par terre comme un poisson. Touchant le visage du jeune homme, elle lui demande s'il aime vraiment les bizarres. Excitée, elle dit qu'il doit les aider immédiatement. Le garçon ne comprend rien et demande qui est cette fille, car c'est dangereux ici. Alors que la créature frappe férocement, il dit qu'il vaut mieux qu'elle recule pour être en sécurité. Elle s'éloigne d'un bond en emportant le jeune homme et évite le coup du monstre. Puis elle lui demande s'il essayait de l'avertir, mais en le portant comme un sac, elle dit qu'il serait mort sans elle. Notre jeune homme se rend compte que ses blessures ont été soignées, mais il est couvert de cicatrices. Se souvenant de cette belle femme, il se demande si elle a envoyé la fille pour l'aider. Il est alors ému, car il ne pensait pas qu'elle aurait eu une telle prévenance. Voulant mettre les choses au clair, la fille explique qu'elle n'a rien à voir avec ces êtres bizarres. Mais plus sérieusement, elle dit que s'occuper d'eux dépendra des compétences du garçon. La créature ne semble pas vouloir abandonner et saute devant, leur barrant la route. Dans un mouvement rapide, il semble que quelque chose vole dans la ruelle. Notre héros s'écrase au sol tandis que la fille semble avoir complètement perdu la tête. Cette chose roule comme une balle, pendant que Chang Zekun est étendu comme un imbécile sur le sol à regarder. Elle lui crie dessus en le traitant d'idiot, lui disant qu'il n'est pas mort, et lui ordonne de se concentrer. Mais notre héros se défend, disant qu'il n'est pas stupide, qu'il réfléchit à la manière de résoudre la situation. Utilisant ses pouvoirs, il dit que cette personne est ce qu'on appelle un chuchoteur de bizarre. La créature semble sentir quelque chose d'étrange, et de fureur, elle charge le jeune homme. Mais il reste imperturbable face à la situation et dit que le monstre est impatient. L'instant d'après, la jambe de la créature heurte une ligne d'énergie. Alors qu'elle trébuche, le garçon l'avertit de faire attention à ne pas s'écraser. Puis plusieurs lignes commencent à frapper la créature, et elle finit ligotée au sol, vaincue. Puis il dit, absorbant l'agitation qui suinte, reconstruisant l'agitation qui suinte. Il explique que c'est le premier pouvoir qu'il a reçu de ce bizarre, et qu'il détient un immense pouvoir pour contrôler l'agitation. Il dit à la créature de ne pas avoir peur car il est là pour l'aider. Mais le bizarre ne semble pas très intéressé par la conversation. Et d'un bond puissant, il se libère de ses liens. Cette tête parlante lui dit de faire attention, que les choses deviennent folles. Et la créature se prépare à l'attaquer, pleine d'énergie. Cette chose dans sa poitrine semble s'agiter aussi, et il attaque de nouveau le monstre avec une autre série de fils. La créature est de nouveau entièrement ligotée au-dessus de lui. Elle finit par tomber sur ses genoux comme une demoiselle. Rempli de compassion, il pense que c'est dommage. Il commente que toutes ses blessures ont été guéries. Il dit qu'avant de la rencontrer, il a trouvé une zone pleine de gouttes d'agitation sur les murs et le sol, et qu'elle a traversé des endroits avec des pierres coupantes et broyées comme une silhouette aux pieds nus tachant la zone. Il dit que d'autres pourraient ignorer cela, mais qu'il l'a remarqué dès qu'il l'a vu. Et s'il n'avait pas été attiré par son comportement, il aurait remarqué cet aspect plus tôt. Personne ne peut ressentir son malaise ou sa douleur d'être dans ce monde, et ils ne pourront jamais guérir ses blessures. Cependant, à la fin, cela n'a plus d'importance. Il espère juste retourner dans son monde avec elle et prendre soin de ses pieds. La créature le regarde, maintenant plus calme. Pendant que la fille se réassemble comme un Lego, elle demande ce qui se passe. Irritée, elle demande comment il réussit à prendre le pouvoir de Blitz et dit que si elle avait riposté, il serait fichu. Elle demande si c'est comme ça qu'il voit un bizarre, comme une jeune fille sans amour. Chang Zekun dit à la créature de ne pas avoir peur, car elle est simplement jalouse. Cette autre fille dit qu'elle comprend maintenant ce qu'il veut dire par être un chuchoteur de bizarre. Satisfaite, elle dit que ce test prouve qu'il est digne de ce travail. Excité, il dit qu'il est aussi un bizarre et qu'il ne comprend pas ce qu'elle ressent. Cherchant du réconfort auprès de l'autre femme, elle dit qu'il est étrange, mais qu'elle devrait essayer d'avoir un peu de considération pour lui. Maintenant, elle semble aussi satisfaite, et l'autre femme dit que, comme convenu, elle l'emmènera au pays des bizarres pour qu'il puisse voir comment ils sont vraiment. Eh bien, satisfait de la situation, il est impatient d'y aller. Quelque temps plus tard, il se dirige vers une voiture. La femme ouvre la portière en l'invitant à monter. À l'intérieur, en compagnie du bizarre, il demande si elle sait conduire. La fille dit qu'ils se sont simplement adaptés. Puis elle met cette étrange clé dans la voiture. La voiture démarre, et de l'énergie commence à tourbillonner en dessous. Il est surpris qu'elle sache vraiment conduire. La voiture commence à s'enfoncer dans le sol. On dirait que toute la voiture est entrée dans cette flaque rose. Traversant une sorte de portail, elle continue de descendre alors qu'il réalise que c'est aussi un bizarre. Il continue d'avancer tandis que des lumières colorées remplissent tout l'endroit. Impressionné, il se demande quel genre de voyage c'est. Chaque cellule de son corps devient frénétique alors qu'il nage et vole. Cette chose continue de voler dans l'espace jusqu'à ce qu'il heurte une flaque. Passant sa main à l'extérieur de cette créature, la femme dit qu'ils sont arrivés. Notre héros sort délicatement de la voiture. Il tombe au sol, tout désarticulé. Il regarde devant lui et est surpris par ce qu'il voit. En regardant toutes ces choses vraiment bizarres, il se demande si ce pourrait être la patrie des bizarres et il est sincèrement enchanté. Il les trouve tous adorables,
tandis que la fille critique leur conversation futile. Souriante, elle dit que selon les coutumes humaines, il pourrait trouver un endroit pour s'asseoir et discuter. Puis ils se dirigent vers l'endroit, et une fille à plusieurs bras leur souhaite la bienvenue. Pendant ce temps, le barman semble gérer le travail avec aisance. Quelqu'un annonce que 4 nouveaux invités sont arrivés. Maintenant, le petit groupe bizarre est confortablement assis, et quelqu'un sert une boisson unique dans un verre. La femme tend la main et lui dit de goûter. Elle prend d'étranges boules dans un bocal, l'ouvre et les laisse tomber dans le verre. Elle dit que le nom de cet endroit est Moonrise et qu'elle est la maîtresse des lieux, appelée Nunantiti. Notre jeune homme se demande pourquoi elle se rabaisse en s'appelant rien. L'autre fille lui donne une claque, lui disant de ne pas faire de jeu de mots. Elle sourit en disant qu'elle n'a jamais pensé à ce que son nom signifiait en langage humain, et que cela lui sert de rappel de son exclusion. Notre héros devient curieux à propos de cette histoire d'exclusion. Elle explique que pratiquement tous les êtres bizarres là-bas sont des créatures étranges pour ce monde, car ils sont exilés d'un autre. Elle dit que même dans le monde antique, ils étaient des extraterrestres bizarres. Et la vérité est qu'une seule erreur pourrait blesser les gens autour d'eux. Ils ne s'intègrent à aucun groupe et sont considérés comme un désastre. En fait, au lieu de dire que Moonrise est leur foyer, on pourrait dire que c'est leur prison. Elle a dit qu'elle ferait confiance à notre jeune homme pour dire aux êtres bizarres qui y vivent qu'ils peuvent vivre en paix. Ce sera pour leur protection et aussi pour la sécurité de ce monde. Chang Zekun dit que c'est bien tant qu'il ne l'empêche pas de s'approcher des bizarres. Elle répond que, bien qu'elle ait confiance en ses talents, cette fille travaillera avec lui par précaution. Puis elle se présente comme étant Guanshu et dit qu'elle est une native, expliquant qu'elle a aussi été invitée pour s'occuper des bizarres. Mais elle dit, en tant que son aînée, qu'elle ne l'a pas encore vraiment cerné et lui demande s'il comprend bien les bizarres. Elle lui suggère alors d'essayer d'identifier les caractéristiques qui la rendent spéciale. Il explique que sa personnalité est assez mauvaise et que c'est spécial pour un bizarre. La fille s'irrite et lui saute dessus, disant qu'elle va se fâcher au nom de toutes les femmes humaines et le frapper. Mais soudain, notre héros lui touche le visage, disant qu'il préfère ne pas être battu. La laissant surprise, il déclare qu'il préfère agir à la place. Puis il retire facilement sa tête de son corps. Elle lui demande s'il pense qu'en enlevant sa tête, il va l'intimider. Mais notre héros semble surpris par ce qu'elle dit. Et l'instant d'après, il se penche pour l'embrasser. Cela laisse la propriétaire des lieux et les autres bizarres surpris. Mais avant de toucher la fille, il dit que c'était comme il l'imaginait. Et il la repousse, en disant que c'est vraiment une sensation bizarre et inhumaine. Elle dit qu'elle ne comprend pas, demandant si c'est comme ça qu'il le confirme. Alors il répond que si elle est vraiment une bizarre de cette région, elle doit être la belle tête mentionnée dans les contes de Liu-11. Cela ressemble aux histoires qui décrivent la tête d'une très belle femme. Il ajoute que ce corps est comme une prothèse qu'elle utilise pour se faire passer pour humaine, et qu'elle peut contrôler lorsque la tête est connectée. Poursuivant l'histoire, il lui dit que si le conte est exact, elle ne devrait avoir qu'un seul bras appartenant à son corps d'origine. Puis Guanshu l'attaque d'un coup de tête en lui demandant ce qu'il fabrique avec des paroles aussi tordues. Mais notre garçon s'attendait déjà à une situation violente quand la fille lui a mordu le bras comme un chien. Finalement, elle attrape la tête et la remet en place pendant qu'il dit qu'il comprend enfin. Il dit que sa tête ne sert qu'à tromper les ennemis et que le bras est le vrai corps. Elle semble assez affectée par cette déclaration et l'attaque à nouveau avec un étrange coup de tête en lui disant d'aller en enfer. Notre héros est projeté hors de l'endroit et passe à travers la vitre. Il semble surpris par la situation. Il trouve étrange de continuer à tomber dans le vide. Il se demande si ça a toujours été comme ça et si cet endroit appelé la Lune est un gigantesque bazar. Soudain, quelque chose commence à arriver à cette créature et des tentacules verts en émergent. Ils s'étendent vers notre héros qui est toujours en train de tomber dans le vide. Puis il s'enroule autour des bras et des jambes du garçon, le laissant surpris. Et il le sauve en le ramenant à Moonrise. Quelqu'un lui dit que ce n'est pas grave de s'amuser un peu par là. Puis elle ajoute qu'elle espère que les deux s'entendront bien, mais la fille n'a pas l'air très enthousiaste au fond d'elle. Puis elle dit que c'est déjà réglé et que ce soir, ils devront vivre ensemble. Cette situation laisse la fille irritée et le garçon un peu inquiet. Un peu incrédule, il demande si c'est sa chambre. En fait, ça ressemble à une jolie chambre, mais il la taquine en disant que ça ne lui rappelle pas un bizarre. Alors la fille claque la porte de la chambre et lui demande s'il le sent maintenant. Prenant une pause un peu étrange, elle demande si ça lui rappelle un bizarre. Elle essaie de l'attaquer à nouveau, mais le garçon esquive. Enfonçant ses doigts dans le mur, il dit qu'il n'y a pas de temps pour jouer, remarquant que l'agitation augmente et que les choses deviennent sérieuses. Alors il décide d'agir en utilisant son pouvoir. Il commence à lier son corps avec ses tentacules roses, et il semble qu'il réussit à immobiliser la fille. Maintenant, il se sent un peu plus calme avec la fille maîtrisée, mais elle semble irritée d'être ainsi ligotée, et il commence à absorber l'agitation. Il semble que ça a marché, mais il doit garder à l'esprit qu'elle n'est pas son adversaire. Le niveau de danger des bizarres est classé comme abominable, classe danger, classe fatale, et aussi classe vitale. Peu après que l'autre soit entré en symbiose avec lui, elle est devenue un bizarre junior capable de gérer seule une classe vitale. Elle est seulement responsable de la communication et du soutien en tant que manager. Cependant, si elle succombe à ses désirs, elle deviendra un bizarre de classe fatale, et il semble qu'elle se déconnecte à nouveau. Le reste de son corps semble immobile sur le sol, tandis que ses deux parties flottent devant notre héros. Il est surpris par ce qui se passe.
Il réalise que son bras et sa tête se sont détachés et s'enfoncent dans le mur de l'appartement. Puisque la fille a ses pouvoirs, il s'attend à être attaqué de n'importe quelle direction. Quelque chose attire soudainement son attention. Mais avant qu'il ne puisse se retourner pour voir ce qui se passe, il est frappé dans le dos. Puis il s'écrase au sol avec un fort impact. Elle dit qu'il a bien compris qu'elle peut traverser les matériaux et contrôler tout ce à quoi elle est connectée. Mais elle se moque de lui en disant « Et alors, si tu le sais ?» Chang Zekin est au sol, sans défense, tandis qu'elle se prépare à attaquer. Soudain, un bras surgit de derrière et l'attrape par le cou, et elle explique que c'est la cérémonie de bienvenue des bizarres. Clarifiant leur position sur la force, il sourit, disant qu'il n'a jamais vu ça auparavant et l'appelle son aîné. Puis elle explique qu'ils sont des managers de bizarres et que la conquête absolue est la vérité pour eux tous. Guan Shu dit qu'il a peut-être reçu l'approbation de cette entité, mais qu'elle préfère la suppression à toute validation. Il observe en silence pendant un moment. Alors, l'instant d'après, il active son pouvoir, et un tentacule rose émerge de sa bouche. Il semble que cela ait pris la fille par surprise, la laissant confuse. Puis cette chose la frappe en plein visage. Il lui dit qu'il ne la laissera pas essayer son truc de conquête sur lui. Souriant avec une expression un peu étrange, elle dit que ce n'est pas si mal. Irritée, elle lui dit de ne même pas penser à dormir tant que son entêtement ne sera pas résolu. Puis le jour se lève dans ce magnifique monde étrange et une entité arrive en saluant tout le monde. Chang Zekin ressemble plus à un zombie qu'à un humain, mais il répond au salut. Il dit qu'il préférerait être dans un lit plutôt que dans ce sac de couchage bizarre, tandis que la fille dort tout à fait contente. Il semble que c'est maintenant l'heure de manger. La fille ne le regarde même pas, tandis que la patronne demande ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle s'excuse pour la fille au cas où elle l'aurait contrariée, car quelque chose s'est produit pendant qu'on l'a testé qui l'a perturbée. Puis elle a demandé à la fille de le laisser y jeter un œil. Un peu à contre-cœur, elle commence à enlever sa veste et dit qu'elle comprend. Puis elle commence à ouvrir ses vêtements, et il est surpris par ce qui se passe. Elle dit qu'une créature bizarre s'occupait d'elle, et qu'elle n'a pas remarqué quand elle est partie. Surpris, il demande si elle vivait dans ce trou et quel genre de bizarre c'était. Elle répond que c'était le même qu'ils l'ont rencontré plus tôt, et que son nom est Naru. En plus d'être un bizarre particulièrement curieux, mais elle pensait qu'il n'avait pas besoin d'attention et l'a laissé avec Guan Shu. Puis elle lui demande s'il est prêt à l'aider à corriger son erreur. Souriant, il dit que puisque c'est un travail, il accepte. Mais il y a quelque chose de plus. Avec un air un peu fou, il dit qu'il veut serrer cette petite créature quand ce sera fini, et la fille accepte avec empressement. Il explique qu'avant de continuer, il doit inspecter l'endroit où elle vivait pour trouver un indice utile. Elle n'est pas très contente de ça, mais lui dit de se dépêcher. Puis il s'approche, sa main touchant ce trou, et elle devient méfiante. Il commence à tâtonner à l'intérieur de cette chose étrange. Il dit que son corps artificiel est vraiment très beau et elle se sent satisfaite, affirmant que c'était son propre travail. Soudain, il semble sentir quelque chose d'étrange. Cela l'agite un peu. Il regarde dehors en pensant que c'est Naru. À la fenêtre de l'autre côté, il voit la créature comme une bête géante. Il trouve tout ça très étrange, même si c'est un bizarre. Ce n'est définitivement pas normal. Le duo continue à table dans une atmosphère un peu étrange. La fille semble être devenue un peu timide à ce sujet. Puis elle dit que, selon l'étiquette humaine, elle devrait s'excuser auprès de lui. Il attend les excuses, mais elle reste silencieuse. Puis elle le regarde comme si elle attendait qu'il fasse quelque chose. En fait, elle espérait qu'il l'interromprait en disant que ce n'était rien, pour ne pas avoir à s'excuser, ce qui serait bien pratique. Il veut savoir pourquoi elle ne peut pas agir comme une humaine puisqu'elle en s'étend sur eux. Pour elle, les humains font toujours des plans malveillants, donc elle ne peut pas baisser sa garde avec eux. Elle demande alors à notre gars pourquoi certains humains aiment tant les créatures bizarres alors qu'ils devraient en fait être terrifiés. Elle se souvient avoir dit à un type nommé Palkun qu'il n'avait rien fait de mal, que c'était les autres qui les avaient abandonnés en premier. Elle semble un peu pensive face à cette situation. Alors, se sentant supérieure, il dit que c'est parce que ce type a un bon jugement et bon goût. Mais elle conclut que c'est peut-être parce que les gars comme lui n'ont pas d'amis, et il le ressent au plus profond de son cœur. La fille est aussi un peu vaniteuse et dit qu'elle va lui donner un conseil en tant que manager débutant. Elle explique que dans ce métier de recherche et de soins des créatures bizarres, les humains les voient souvent comme la plus grande menace. Chang Zekin dit qu'il comprend, mais en tant qu'humain, il va lui expliquer quelque chose. Et il commente que son côté dur s'estompe, ce qui laisse la fille un peu tendue. L'instant d'après, cette voiture réapparaît dans le monde des humains. En sortant, elle dit de continuer tout en lui demandant s'il peut sentir où Naru pourrait être. Mais il explique qu'il ne peut que juger les créatures bizarres avec précision et n'a aucune compétence en communication. Malgré tout, il affirme qu'il pourrait en avoir une intuition. Curieuse, elle demande ce que ce sera, et il lui dit de simplement le suivre. Il pense que cet œil géant est apparu après qu'il a trouvé son aura dans le nid de Naru. De nulle part, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide. Une femme est allongée sur le sol, désespérée, demandant ce qu'est cette chose et suppliant qu'elle ne s'approche pas. Excité, Guan Shu réalise qu'ils viennent de le trouver dans la rue et se précipite pour l'attraper. Mais la petite créature n'est pas très enthousiaste à cette idée et commence à s'éloigner d'eux en sautillant. Un peu déçue, elle remarque qu'il s'est tout simplement volatilisé.
Chang Zekin pense que c'était une sorte de compétence d'évasion de la créature et croit que même Guan Shu ne pourra pas la contrôler. Il est surpris par quelque chose chez cette femme. Et en désespoir de cause, elle lui demande s'il a vu ça aussi. Hurlant de manière incontrôlable, elle dit que c'était un monstre. En pleurant, elle affirme que la créature est venue et a mangé ses châtaignes. Chang Zekin ne semble pas vraiment croire à cette situation. Elle dit que c'est un soutien spirituel dont elle ne peut jamais profiter, c'est pourquoi elle y est allée. Mais ce ne serait pas cette fois-ci qu'elle serait tranquille. Il se souvient de ce que la patronne a dit, que Naru est facilement attiré par la nouveauté et il pense qu'il était curieux à propos des châtaignes. La fille est secouée, disant qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer quelque chose d'aussi horrible et veut savoir ce que le garçon en pense. Mais il dit qu'il n'a rien vu de tel que cet horrible monstre. Elle s'excuse alors de paraître folle et pensait avoir rencontré quelqu'un qui ne la trouverait pas bizarre. Notre héros réfléchit à cela et se souvient de l'époque où on le traitait de bizarre et d'extraterrestre. Il se moquait de lui demandant s'il était vraiment humain, disant qu'il était très étrange. Il pense aussi que les autres étaient encore plus bizarres. Puis soudain, quelqu'un s'exclame que la voilà. Les hommes attrapent la fille, disant qu'elle s'échappe souvent de l'asile et que cela les tourmente. Ils disent qu'elle portera une camisole de force à son retour. Tandis qu'elle hurle qu'elle n'a pas encore pu manger les châtaignes, Guan Shu demande si ce n'est pas la fille qui était avec Naru il y a un instant. Mais notre héros dit que c'est juste une patiente avec des problèmes mentaux et qu'on ne peut pas comparer les deux. Et il dit que lorsqu'ils trouveront Naru, il espère que personne ne le dérangera. Puis, soudain, quelqu'un s'approche en posant des questions sur ce nom. Le type est curieux que Chang Zekin ait appelé cette chose Naru. Il dit que c'est intéressant et leur dit de le suivre, car cette fois il parviendra à les récolter. Pendant ce temps, là-bas, les hommes maîtrisent la fille. La créature continue de fuir notre duo de poursuivants. Elle est curieuse de se trouver dans un snack bar. Puis elle se demande si la nourriture humaine pourrait l'intéresser. Mais heureusement, ce n'est pas encore l'heure du déjeuner, et il pourrait bientôt attraper la créature. La fille est curieuse de savoir comment ils vont s'y prendre. Dans cet endroit rempli de snack bars, il ne semble pas y avoir trop de monde. Puis il lui dit de se lancer en prétendant être l'un des vendeurs. Elle trouve ça drôle, car soudain, on dirait que le garçon est un reclus étrange qui fait les magasins pour la première fois. Et il se défend, disant que ce n'est pas parce qu'il sait s'entendre avec les bizarres qu'il s'entend avec les gens. Il explique que tout le monde a ses hauts et ses bas, mais la fille n'est pas convaincue alors qu'il se cache derrière elle comme un chiot effrayé. Déterminée, elle prend les devants pour passer devant. Elle explique que ce corps est précisément fait pour interagir avec les humains et dit qu'elle va lui montrer à quel point elle est devenue douée pour ça. En s'approchant du stand, elle attire l'attention du vendeur. Montrant toute sa détermination, elle dit qu'elle veut une portion de poulet frit. L'employé, à son tour, pense que c'est une jeune femme très polie. Elle montre le poulet, toute satisfaite, comme si la mission était un succès. Deno, la petite créature observe la situation, et il réalise qu'ils sont observés par Naru. Il semble que la créature soit très intéressée, probablement à cause de la bonne odeur. Notre garçon observe discrètement la créature, mais elle le remarque et s'enfuit. Guan Shu se sent un peu déçu, pensant que ça s'est mal passé, et voilà l'argent de l'opération qui s'envole. Chang Zekin pense que ce n'est pas ce que Naru aime manger. Peut-être que la créature préfère quelque chose de plus savoureux. La fille est curieuse de savoir ce qu'il entend par saveur plus profonde, puis il pointe du doigt, demandant ce qu'elle en pense. Quelque temps plus tard, il s'approche du stand de nourriture. Une femme se demande quelle est cette odeur, alors qu'ils sont assis à une table avec quelque chose qui sent très fort. Une belle assiette est servie et, très satisfait, il dit que le plat s'appelle Yosfin. La fille se sent un peu gênée et ne sait pas si cela va fonctionner. Chang Zekin ne peut pas non plus garantir que ça marchera, mais il l'espère. Soudain, la petite créature apparaît au bord de la table et commence à grimper vers ce plat de nourriture unique. La petite chose est vraiment mignonne. Une aura étrange bouillonne à cet endroit. La fille est curieuse de savoir pourquoi il est là et ne mange pas. Notre héros observe la créature en silence. Finalement, il s'excuse auprès de la petite créature en disant qu'il a tout compris de travers. Il raconte qu'il se souvient des moments précédents où la créature s'est enfuie en le voyant. Il semble que ce n'était pas parce que la créature avait trouvé quelque chose de plus attrayant ou qu'elle était frustrée ou effrayée. En fait, c'était parce qu'elle a rencontré quelqu'un avec une passion intense qui a mis ses instincts en panique. Et il comprend que la créature poursuit ses odeurs parce que les gens deviennent calmes après avoir mangé. Il demande donc si ce qu'elle cherche est un environnement où elle peut se détendre. Notre héros appelle Guan Shu, et elle devient méfiante face à un appel aussi formel. Mais il sourit, en disant qu'ils ne s'entendent peut-être pas bien. Mais il sait à quel point ce travail est difficile pour elle. Puis il lui demande si elle ne veut pas se détendre pour aujourd'hui et profiter un peu de la nourriture humaine. Elle se sent gênée et demande pourquoi il veut faire une chose pareille. Chang Zekin veut qu'elle lui fasse confiance, car il ne fait pas d'erreur de jugement et peut ainsi aider à créer une atmosphère plus agréable. Elle est assez timide à ce sujet, mais elle finit par accepter la nourriture dans sa bouche. Notre garçon lui demande si elle a aimé. En plaisantant, toujours gênée, elle dit que c'est bien meilleur que ce plat là-bas. Les gens autour pensent qu'ils sont un couple d'amoureux, tandis que Naru observe la situation avec curiosité. Elle regarde notre héros faire cela. Puis, soudain, quelque chose commence à se produire, et cette créature se transforme en une belle fille aux longs cheveux verts. Les surprenant,
La fille tapote Chang Zekin. Puis elle se désigne le plat et demande avec difficulté, Rua, notre garçon est un peu surpris par cela. Et la fille demande si Naru s'est transformée en ça. Guanshu dit que Nunantiti avait parlé de cette transformation et qu'elle le ferait quand elle serait suffisamment fascinée. Chang Zekin est très surpris. Elle se souvient bien de la transformation de Naru et que c'est le côté le plus profond de l'âme, l'autre facette. Puis elle se demande ce que cette fille a à voir avec Chang Zekin. La fille commence à agiter les bras et à faire des sons comme si elle était un bébé. Chang Zekin ne comprend pas et demande ce qu'elle essaie de dire, mais Guanshu se moque de lui, disant qu'il s'est autoproclamé le chuchoteur des bizarres. Mais il répond que sa connaissance ne lui permet qu'un certain degré d'empathie et demande comment quelqu'un pourrait lire dans les pensées d'une autre personne. Dévastée, elle pense qu'il pourrait encore rester un peu de bon sens sur Terre. Soudain, la fille semble remarquer quelque chose et rougit. Puis, de nulle part, elle met sa bouche sur le doigt du garçon, et elle reste là à le regarder dans cette position quelque peu étrange. Chang Zekin ne comprend rien et demande quel est le but de tout ça. Mais elle continue de se concentrer sur ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'elle relâche enfin son doigt, et elle semble pousser un soupir de soulagement. Chang Zekin comprend enfin. Alors il prend un peu de nouilles et les offre à la fille. Mais à ce moment-là, un filament d'énergie s'enroule autour de la fille. Guanshu crie son nom, et elle est violemment tirée de sa chaise. Une personne apparaît en disant qu'il est doué pour faire baisser la garde au bizarre, tenant la fille comme un chiot. Il le remercie beaucoup pour cela. Notre héros est surpris que l'homme puisse voir Naru. Car avant et après la transformation, elle devrait être invisible pour les gens. Le type dit que le problème est qu'ils ne font pas partie de la Lune, mais qu'ils peuvent pister un bazar. Les hommes de main disent qu'ils vont emmener tout le monde avec eux. Notre garçon se jette au sol en exigeant que la fille lui explique, et elle se jette également de la table. Elle dit qu'elle expliquera plus tard, mais laisse entendre qu'elle n'aurait jamais pensé les trouver là. Elle ajoute qu'ils ne sont pas comme eux et que ce sont des ennemis, donc ils devraient se concentrer sur la récupération de Naru. La fille crie de désespoir. Chang Zekin remarque que son niveau d'agitation augmente. Depuis son intérieur, l'autre dit qu'il a détecté une source d'agitation et qu'il peut maintenant mieux maîtriser son pouvoir. Puis toute cette énergie commence à se manifester chez notre héros sous la forme de tentacules roses. Ces choses s'avancent vers les hommes de main et commencent à tous les maîtriser. Le chef ne semble pas croire ce qui se passe et dit que le garçon n'est pas humain. Il pense que notre héros est aussi un bizarre, mais Chang Zekin se contente d'observer en utilisant toute sa puissance. Il laisse ce groupe de types vaincus au sol, et il semble qu'il ait surestimé ces hommes. Mais en réalité, ils étaient très faibles. Sa partenaire se demande si ce serait un Chang Zekin en colère. Elle commente que les types non armés ne valent rien, mais elle dit que leurs yeux sont modifiés pour qu'ils puissent voir les bizarres. Pendant ce temps, notre gentil héros s'approche de Naru, lui disant que ce n'est rien et qu'il va l'aider à se libérer. À ce moment-là, la fille remarque qu'une voiture s'est arrêtée là, et elle réalise que c'était cette fille avec des problèmes mentaux d'avant. Apparemment, les types capturent des gens et ce ne sont pas de vrais patients. Elle croit que cette fille est aussi une victime de la situation. Effrayée, elle demande s'ils se sont occupés de ces hommes. Guanshu veut savoir ce qu'ils lui ont fait. Alors la fille se met très en colère et commence à piétiner le type, en disant qu'elle l'avait prévenu de ne pas prendre ses noix. La fille demande s'ils ont capturé un monstre et Naru s'irrite un peu. Mais Chang Zekin dit qu'ils n'ont capturé personne. Ils sont en train de les libérer. Alors que la fille réussit enfin à manger ses noix, elle dit qu'elle comprend. Mais il semble que quelque chose d'assez bizarre se passe dans sa bouche, et elle se jette en avant en hurlant alors qu'elle se prépare à attaquer le groupe. Mon Dieu! On dirait que la fille sans défense est un monstre étrange. Cette chose bizarre se jette en avant, et Naru a de nouveau peur. Mais notre puissant héros s'interpose et protège la fille sans défense. Elle commence à courir de peur et redevient une mignonne petite créature. Guanshu ouvre sa chemise et lui demande d'entrer à l'intérieur, ce qui semble être un endroit très intéressant. Naru, d'un bond, va droit dans ce trou. Chang Zekin observe la scène avec une expression quelque peu irritée. Le pauvre monstre veut savoir pourquoi notre héros l'a trompé. Elle dit que le garçon peut voir les monstres, alors elle se demande comment il n'aurait pas pu voir qui elle était. Chang Zekin répond qu'il ne pouvait rien voir avant, mais que maintenant il voit clairement. Le pauvre monstre lui dit de ne pas dire des choses qui la blessent comme ça. La femme attaque à nouveau, disant qu'elle l'a su dès qu'elle a entendu qu'il avait le même passé. Mais cette fois, elle réussit à frapper notre héros de plein fouet, et il est projeté au loin par l'impact. Chang Zekin, irrité, lui demande si elle pense qu'ils sont amis. Guanshu réalise que c'est un gang d'humains qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir capturé des créatures bizarres et aussi moon. De plus, cette femme hideuse a un niveau de transformation supérieur à celui des types qui ont été battus. Elle sait qu'elle devrait gérer cette situation, mais Naru s'agite à l'intérieur de son corps. Sa préoccupation est que l'ennemi soit plus fort qu'elle ne le pensait, et qu'elle ne pourra alors pas assurer la sécurité de tout le monde. Elle pense qu'il vaut mieux que le garçon s'enfuit, car c'est le mieux qu'il puisse faire pour le moment. Mais il semble que son opinion à ce sujet soit tout à fait différente. Cette femme bizarre répond en utilisant son pouvoir contre lui. De nouveau, les tentacules de notre héros s'enroulent autour de la bouche grotesque de la fille. Elle dit qu'il ne peut pas continuer à s'opposer à elle. Puis, devenant encore plus laide, elle lui ordonne de la rejoindre. L'autre dit que des ultraneurotoxines ont été détectées. Il dit à l'autre de faire quelque chose maintenant, et soudain, il est transporté dans un autre endroit.
Observant tout, il se demande ce qui s'est passé. Derrière lui, quelqu'un demande à être sauvé. Il voit la fille le suppliant de ne pas s'approcher, disant qu'elle est un monstre, tandis que cette énorme créature l'observe. En pleurant, elle lui demande s'il peut voir et dit qu'elle ne veut pas mourir. Chang Zekin demande où est le monstre et veut savoir si elle a des problèmes mentaux ou si elle essaie juste d'attirer l'attention. Désespérée, elle dit que ce n'est pas ça. Irrité, il l'attrape par la chemise, disant qu'elle essaie de le duper avec ses ruses. Et il se prépare à frapper la fille, en disant que c'est une scélérate. Soudain, il semble reprendre ses esprits. Il regarde ses mains, se demandant ce qu'il est en train de faire. Il pense que ce n'était pas lui. C'était juste l'illusion de quelqu'un qui prétendait être lui. Soudain, une voix dit qu'il a réalisé que tout était un mensonge. Puis elle s'approche par derrière et dit que ce sont leurs plus grands malentendus. Réagissant rapidement, notre héros invoque son pouvoir, mais rien ne se passe, le laissant surpris. Elle le serre dans ses bras, disant que cet endroit est sûr, qu'il ne doit pas avoir peur et que personne ne peut y être blessé. Elle veut savoir s'il la comprend et dit qu'ils sont égaux après tout. Puis, à son oreille, elle lui demande d'accepter sa requête. Bavant étrangement sur lui, elle lui dit de ne faire qu'un avec elle. Car ensemble, ils peuvent tuer ces monstres qui les oppriment. Notre héros reste là, apathique, enlacé devant cet immense œil rouge. Dans le monde réel, les deux sont enchevêtrés par leur pouvoir. Elle se demande ce qui s'est passé pour que tout soit si calme et pense que c'est une excellente occasion d'attaquer. Mais l'instant d'après, sans aucun avertissement, Naru s'élance. Elle essaie de crier pour que la petite créature s'arrête, mais Naru fonce droit sur la tête de notre héros. Il est Chang Zekin, et il a le pouvoir de voir les bazars depuis sa naissance. Ils planent au-dessus des masses et se battent parfois entre eux, mais ils ont rarement des cibles humaines. Au début, il était terrifié. Mais finalement, il a trouvé une existence plus terrifiante que les bazars. Quelqu'un lui a dit que tout le monde le dévisageait, et qu'il vaudrait mieux qu'il disparaisse. Il se demande pourquoi il s'est souvenu de ce jour, mais ce ne sont peut-être que des flashbacks. Il se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Maintenant, devant lui, se trouve cette fille nommée Naru. Il est surpris, se demandant qui elle est. La femme monstrueuse est irritée d'avoir une intruse sur son territoire. Naru dit que l'atmosphère a commencé à devenir agitée et que c'est horrible, horrible. Puis elle s'approche de Chang Zekin et dit que l'atmosphère est plutôt calme et que c'est magnifique, magnifique. Irritée, la fille monstre dit qu'elle est dans son territoire psychique et que c'est le moment parfait pour manger le garçon. Finalement, elle attaque Naru, en disant que cet endroit n'est pas fait pour qu'elle y entre. Et il semble qu'elle va avaler la fille tout entière. Tout ce que Naru fait, c'est sourire en se faisant avaler et demander, activer? Il semble que le pouvoir de cette femme n'est pas fait pour affronter deux personnes en même temps. Mais il n'y a pas non plus de raison de refuser ce petit encas. Naru est là, se reposant au milieu de cet amas de crocs effroyables. Puis finalement, la femme l'avale. La créature hideuse se met à rire de satisfaction, mais quelque chose se passe à l'intérieur, ce qui prend l'horrible créature par surprise. Ses énormes bouches commencent à s'ouvrir et de l'intérieur émerge Naru, intact. La femme monstrueuse crie d'agonie, mais Naru observe comme si de rien n'était. D'un geste de la main, elle commence aussi à utiliser son pouvoir, et elle sourit en transformant le tout en une petite boule rouge. Cette femme étrange réalise que sa bouche, déjà si étrange, a été détruite. Naru commence alors à mettre la boule dans sa bouche. Elle l'avale comme si c'était quelque chose de vraiment appétissant. Mais l'instant d'après, elle le recrache. Elle dit que ça a un goût mélangé d'humain et de bizarre, donc ce serait quelque chose comme un humain mutant qui a absorbé le bizarre. Mais si elle ne le dévore pas, elle ne pourra pas récupérer son être cher. La femme mutante semble incapable de croire qu'elle ressent de la douleur dans sa propre zone psychique. Ironiquement, le monstre veut savoir quel genre de monstre est l'autre fille. Effrayée, elle lui ordonne de ne pas s'approcher. Naru se moque d'elle et dit qu'elle est juste un monstre imbattable dans le domaine psychique. Et d'une manière un peu mignonne, elle parle de manger la fille. Un œil géant apparaît là, puis une énorme bouche grotesque suit. Il s'approche de la fille sans pitié. Elle est terrifiée, crie, et finalement elle se referme sur elle-même. De retour dans le monde réel, elle semble effrayée et crache encore un peu de sang. Notre héros a aussi un air surpris. L'instant d'après, la fille est allongée par terre et il la regarde. Le garçon explique qu'elle vient d'étouffer son psychisme, mais que maintenant tout va bien. Naru demande qu'en échange de cette faveur, ils maintiennent les choses stables comme elles le sont maintenant. Puis elle s'approche soudainement, disant qu'elle a vu son passé et que c'est délicieux. Il est assez surpris par cette attitude. Soudain, Guanshu apparaît devant lui, lui demandant s'il va bien. Mais à proximité, quelqu'un fait un bruit et attire leur attention. C'est Naru, qui fait de nouveau ces bruits étranges. Notre héros lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va bien. Mais il pense à ce qui s'est passé, ne comprenant pas si Naru est cet œil géant ou si elle est quelque chose de différent. Il doute de ce qui est réel et de ce qui relève de son imagination. Et la vérité, c'est que peu importe comment on le voit, Naru est le bizarre le plus phénoménal qu'il ait jamais rencontré. Notre héros piège quelque chose au pied d'un bizarre. Il sourit, satisfait, et dit que cela devrait suffire. Il pense qu'il n'y aura pas d'agitation débordante et que cela ne perturbera pas ses pas. Il assure qu'à partir de maintenant, en dehors du lever de lune, elle ne s'agitera plus. La créature semble très contente de cela. Elle se blottit contre lui,
le mettant mal à l'aise, tout en disant que si elle est heureuse, il l'est aussi. Mais quelque chose attire son attention et il se demande ce que ça peut être. Guanshu pense que c'est une réaction d'étonnement. La chef commente que c'est la première fois qu'elle voit un humain et un bizarre s'entendre si bien. Elle ajoute qu'elle pensait que ça ne durerait pas longtemps. De plus, elle avoue être plus surprise qu'elle ne s'y attendait. Chang Zekin explique que dans les histoires, de nombreux êtres bizarres ont fait du mal aux humains, c'est pourquoi ils les craignent tant. Il explique que les serpents ont été victimes du mépris humain, mais qu'ils ne font que se défendre en réaction, et que les humains qui comprennent cela peuvent vivre en harmonie avec eux. Les humains considèrent aussi les moineaux comme un fléau, mais maintenant ils prospèrent partout dans le monde. De plus, ils craignent les araignées qui ne font aucun mal, et il est brillant de placer l'éthique au-dessus du tumulte pour la civilisation humaine. Souriant, il dit qu'il juge les êtres bizarres avec une grande précision et croit qu'ils peuvent coexister. Guanshu veut savoir s'il pense qu'un être bizarre dangereux qui menace l'humanité peut bien vivre aux côtés de l'humanité. Mais, étonnamment, notre héros demande si elle ne décrit pas une partie de l'humanité, et il affirme qu'il n'arrêterait pas avant d'avoir tracé une ligne vitale. La chef réfléchit quelques secondes, mais elle se demande si notre héros parle des êtres bizarres et non des humains, se demandant s'il s'agirait d'un être bizarre si dangereux qu'il ne pourrait pas le gérer. Il répond alors qu'il laisserait la chef scène occupée, notant que ce n'est pas l'objectif du lever de lune. Souriante, Nunantiti dit que c'est son devoir et qu'il ne peut déléguer cette responsabilité à personne. Chang Zekin veut savoir ce qu'il en est de ces types qui ont attaqué et s'inquiète qu'on les ait laissés partir. Puis elle demande si le gang s'appelle les Mères Lunaires. Ailleurs, cette fille monstre se réveille en sursaut et réalise qu'elle est piégée par un tas d'étranges tentacules métalliques. Une personne s'approche et dit qu'elle est déçue. Ils ajoutent que non seulement il a honte de sa défaite, mais que toutes les Mères Lunaires le sont aussi. Elle est surprise et effrayée, l'appelant par le nom de Seigneur Baron en bégayant. De très près, il dit qu'elle a un joli visage, mais que ce n'était pas le cas la première fois qu'il l'a vue. Elle était dans une situation précaire, son corps détruit par la vie et la drogue, tout comme son esprit. Elle était perdue dans le désespoir, sans aucun contrôle sur sa vie. C'est lui qui l'a sauvée et non seulement il l'a guérie, mais il lui a aussi donné des pouvoirs en la fusionnant avec un être bizarre. Avec un regard sadique, il dit qu'il était plein d'attentes et qu'il avait l'intention de rassembler plusieurs êtres bizarres avec elle. Et il ajoute qu'elle aurait pu avoir la chance de devenir un jour duchesse des Mers Lunaires. D'un regard perçant, il affirme qu'il lui a tant donné et n'attend en retour que son succès. Lui serrant fermement le visage, il veut savoir pourquoi elle a laissé ce pouvoir être réduit à néant. Repoussant cette chose bizarre, elle supplie le Seigneur de lui pardonner et implore une seconde chance. Une énorme explosion se produit devant cet homme. Souriant, il dit qu'il a de nombreux pions à sa disposition, et la mâchoire de la femme tombe au sol. Il s'éloigne en pensant que l'acquisition lente de ressources finit par entraver l'évolution des Mers Lunaires. Pour eux, les êtres bizarres sont les ennemis de l'humanité, et les transformer en pouvoir est la plus grande grâce pour l'humanité. Son objectif est de faire tomber le lever de lune au nom de son groupe, les Mers Lunaires. Regardant un téléphone portable, il pense que c'est l'homme qui a détruit son cavalier préféré, et il se demande si c'était le garçon. Excité, il veut voir le garçon en personne et le qualifie de traître à l'humanité. À ce moment-là, notre héros est dans une salle de classe. Un garçon se demande si ce n'est pas Chang Zekin qui avait disparu, et la fille veut savoir comment il a pu quitter l'école puisqu'il semble y avoir un accord pour que ses absences ne le pénalisent pas. Le garçon demande si ce n'est pas un habitué, voulant aussi savoir d'où il vient. Mais comme il a été transféré récemment, il ne le sait pas. Puis elle mentionne que Chang Zekin arrive premier à chaque examen qu'il passe. Il se lève, excité, en disant que c'est un élève vedette et veut savoir de quoi il est capable. Mais la fille ajoute qu'il est aussi premier en éducation physique, étant même plus fort que le professeur. Elle dit que le garçon devrait simplement l'ignorer et explique qu'il a été harcelé par ses camarades de classe quand il était jeune. Il semblerait que ces garçons n'aient jamais été retrouvés à ce jour. La chef a dit qu'elle respecterait son identité humaine et que ce travail pourrait n'être qu'à temps partiel. Elle ajoute que sous son commandement, le lever de lune pourrait connaître une coexistence harmonieuse. Et de retour aux Mers Lunaires, Guanshu enverra les informations par téléphone pour qu'il les voie quand il aura le temps. Il est curieux sur son téléphone portable, se demandant ce qu'est ce groupe. Il semble que ce soit une organisation humaine secrète. Ils ne savent pas quand elle a été fondée. Cela pourrait remonter à des décennies, voire des siècles. Elle est composée d'humains, mais ce ne sont pas des humains purs. Ils ont pourchassé et chassé des êtres bizarres pour en faire leur force, quels que soient les moyens nécessaires. Chang Zekin se demande s'il pourrait être mi-humain, mi-bizarre. Guanshu raconte que grâce à des opérations chirurgicales, ils ont réussi à transplanter des parties d'êtres bizarres dans des corps humains. Ainsi, les êtres bizarres qui ont perdu leurs membres et leurs pouvoirs sont traités et considérés comme des déchets. Chang Zekin est très surpris par cette information. Il semble que le groupe soit organisé par titres impériaux. Du haut vers le bas, ils sont divisés en ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons. Il mentionne que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour ne devrait même pas être baronne. Elle n'était qu'un chevalier. Mais la force n'est pas le seul critère de statut au sein du groupe, et il dit qu'il peut à peine gérer le chevalier. Il donne un ordre direct. Si vous en trouvez un seul, vous devez vous retirer immédiatement. Cela laisse notre héros assez surpris. Il se lève à l'école et il semble qu'il y ait eu une coupure de courant. Il fait trop sombrer. En plus,
C'est presque la fin des cours. Ce devrait être le moment le plus bruyant. Il se demande pourquoi il n'y a personne aux alentours. Il marche et se rend compte qu'il n'entend aucun son. C'est comme si toute l'école était absolument vide. Cet homme aux cheveux longs apparaît sur les lieux, et il regarde notre héros avec un sourire narquois. Cheong Zekun lui demande pourquoi il a choisi cet endroit puisqu'il est venu pour se venger, et il l'appelle le supérieur de Moonseas. Le type n'a pas l'air très content, mais il sourit quand même en disant que le garçon est malin de l'avoir reconnu si vite. Il explique qu'il n'est pas venu pour se venger, car il l'a seulement aidé à se débarrasser des plus faibles. Mais notre héros lui dit de ne pas s'en faire et de ficher le camp. L'homme explique qu'il pourrait utiliser plus de gens en ces temps et que le manque d'aide est frustrant. Montrant une main bizarre, il dit qu'il devrait maintenant rejoindre Moonseas et prendre la place de cette femme à côté de lui. Chom Zekin dit simplement que ce genre de type est pénible. Il lui demande s'il est sourd et veut qu'il fiche le camp et arrête de l'embêter. Le baron dit qu'il semble qu'il n'ait rien compris. Puis il explique que ce n'est pas une demande mais une menace. Dans un autre endroit, des hommes de main attendent, et il dit que si le garçon n'accepte pas, de nombreuses personnes seront exécutées à l'école. Chang Zekin demande s'il a kidnappé toute l'école et les retient maintenant en otage, mais il prétend qu'ils ne sont qu'une foule d'humains sans importance. Le type semble surpris par cette déclaration. Il rit, disant qu'il a adoré la réponse et qu'il a vraiment besoin qu'il rejoigne Moonseas. Puis il affirme qu'il pourrait faire semblant et qu'il ne peut pas baisser sa garde. Avec Alip divisant son corps, il demande pourquoi ne pas tester le garçon. Notre héros met sa main devant lui pour se protéger de toute cette lumière. L'intensité ne fait qu'augmenter et il se demande si c'est une fusée éclairante. Quand la lumière se disperse un peu, il parvient à regarder autour de lui, mais il n'y a aucune trace de cet homme. Soudain, sans qu'il s'en aperçoive, quelque chose sort du mur et s'enroule autour de sa jambe. Il se demande quand c'est apparu, pensant qu'il a été pris au dépourvu. Puis il active son pouvoir en utilisant cette grappe de tentacules roses. L'homme apparaît et demande si c'est le pouvoir que Moonrise lui a donné. Il commence à parler de son pouvoir et analyse les détails de son fonctionnement. Sautant par surprise sur notre héros, il dit « Ton pouvoir est le mien ». Et avec un coup de poing au visage, il complète en disant qu'il y a un monde de différence. Chan Zekin vole et s'écrase contre le mur, laissant tout casser. Il semble assez blessé en pensant à quel point c'était puissant. Les tentacules semblent s'enrouler et devenir très résistants, comme une corde. Il réalise à ce moment-là qu'en comparant leurs forces, il n'est pas de taille face à cet homme. Il semble que son tentacule tire quelque chose de sa poche. Et l'instant d'après, une énorme explosion se produit. Le garçon s'approche, demandant s'il essaie de prendre contact et que ça ne marchera pas. Il dit qu'en tant que baron Egan, il déteste vivre avec les excuses des gens qui promeuvent toujours leur intérêt personnel. Puis il demande pourquoi ils ne prennent pas ce monde pour en faire un endroit où il pourrait vivre sans toutes ces ruses. Notre héros demande ce que diable il lui veut. Le baron explique qu'il prendra le contrôle de lui. Puis il observe cette manifestation d'énergie, et le type ajoute qu'il fera cela au nom de Moonseas. Mais soudain, une énergie jaillit devant lui et coupe cette attaque. L'homme ne semble pas comprendre et se demande ce qui se passe. Il dit qu'il est une sorte de chuchoteur d'êtres bizarres et explique que même transplanté dans un corps humain, un fait demeure. Leurs pouvoirs ne sont pas fondamentalement différents de son propre pouvoir. Seule leur utilisation est un peu plus avancée que la sienne. Cet homme se défend au dernier moment de l'attaque de notre garçon. Il ne semble pas comprendre comment son énorme pouvoir ne peut pas écraser le gamin. Chan Zekin dit qu'il n'est pas agité, que son dossier scolaire est très bon, et qu'en plus, il s'y connaît bien en être bizarre. Il demande ensuite s'il a compris cette information avant de commencer ce petit spectacle d'explosion des lumières et de coupure de courant. En plus d'utiliser les tentacules à travers la prise, il a ouvertement tout fait pour rappeler que ses pouvoirs étaient différents. Le type s'énerve et crie que ce n'est pas possible, que peu importe à quel point il comprend, il ne peut pas faire ça. Notre héros dit que ses gouttes d'agitation se restaurent. Puis il se moque, disant que si un humble mutant peut faire ça, comment ne le pourrait-il pas? L'autre dit que la limite d'agitation a été brisée et qu'il peut tirer quand il veut. Puis une énorme énergie commence à s'échapper de notre héros, et elle frappe ce type en plein fouet, qui commence à crier en sentant l'attaque. Chan Zekin s'excuse et dit que rien ne subsiste face à ces tentacules chargés. Il se demande ce que ça fait de faire tout ce qu'on veut, disant que c'est juste de l'arrogance. Et c'est pourquoi son côté humain manque de ce charme bizarre. Le type semble assez irrité et appelle notre héros par son nom. Excité, il dit qu'il l'a vraiment impressionné. Chang Zekun pense que le type est un peu trop excité. Il se demande si cette attitude puissante est difficile à maintenir. Mais le baron, irrité, dit que le provoquer ne fera que rendre les choses plus difficiles pour lui. Et s'avançant contre notre héros, il affirme qu'il n'est plus qualifié pour rejoindre son organisation. Utilisant son pouvoir, il dit qu'il va maintenant le transformer en matériau de base. Chang commence à être affecté par tout ce pouvoir. Il se demande si c'était un courant électrique explosif. Son parasite dit qu'il détecte des gouttes d'agitation. Il explique que l'ennemi utilise ces gouttes comme conducteur. Chang Zekin dit qu'il comprend plus ou moins comment il fait ça et qu'il utilise les gouttes d'agitation sans aucune honte. Le baron affirme qu'il comprend les choses, surtout quand elles viennent d'être bizarres, et insiste sur le fait que leur pouvoir a la même origine. Il est impatient de le rencontrer même si cela a un coût. Notre héros se demande si l'idiot a oublié que les otages sont juste à côté. Puis il enchevêtre les tentacules dans ses fils.
Et sans montrer aucune émotion, il dit que c'est un court-circuit. Une énorme explosion se produit là où il se trouve. Cette explosion émet de l'énergie dans toutes les directions. Le baron se demande si c'est une manœuvre pour lui permettre de s'échapper. Son parasite dit que c'est très dangereux. Il dit qu'il vient de comprendre ce pouvoir et ne le maîtrise pas complètement. Il aurait même pu mourir en l'utilisant. Chan Zekin dit qu'il peut égaler la foudre, mais qu'il ne peut pas l'affronter sans utiliser de courants électriques. Il semble que l'ennemi se dirige maintenant vers le gymnase. C'est là que doivent se trouver les otages, et notre héros a l'intention de réfléchir à un plan. Quelque temps plus tard, avec une énorme lune rouge dans le ciel, cette double porte s'ouvre et le baron entre soudainement. Avec un peu de peur, il se demande si avec toute cette activité à l'extérieur le problème a déjà été résolu. Mais l'homme dit que l'alimentation électrique de cet endroit est précaire et qu'il a besoin des otages. La fille sent une atmosphère tendue et croit qu'ils vont être exécutés. Le garçon lui chuchote, se demandant s'ils ne vont pas assister à une telle scène, et elle devient curieuse de savoir de quoi il parle. Il dit qu'elle est la plus belle de toutes les étudiantes et craint ce qu'il pourrait lui faire. On dirait que ce type a le don de rendre la situation plus pesante, et la fille demande s'il ne peut pas lui accorder un peu de répit. Puis, soudain, elle pointe le garçon du doigt et dit qu'elle va commencer par lui. Le baron s'approche, disant qu'il a trouvé quelqu'un de fort ici. Au grand désespoir de tous, la situation se retourne, et le garçon désespéré demande de l'aide. Mais l'homme ne lui laisse pas le temps de réfléchir et commence à utiliser son pouvoir sur lui. Il est très content de voir qu'il y a plein d'énergie aux alentours. Il commente que la bioélectricité lui convient mieux que les autres types. Un garçon est étendu sur le sol pendant que la fille le secoue, lui disant de se réveiller. À ce moment-là, elle réalise qu'il n'y a plus de battement de cœur et devient désespérée. Le baron explique qu'il a mis fin à sa bioélectricité. Elle pleure en maudissant cet homme, mais il ne montre aucune pitié et enroule ses tentacules autour d'elle, lui demandant si elle croit avoir ce qu'il faut pour riposter. Avec un regard malicieux, il dit qu'elle n'est pas digne de devenir sa nourriture. Mais l'instant d'après, un énorme tentacule violet perce le mur et le frappe en plein fouet. Le type est projeté en l'air par l'impact de ce coup. Quelqu'un commente que la bioélectricité est puissante, tandis que la fille regarde avec effroi. Et il se demande si l'électromagnétisme de la science ne serait pas encore plus fort. Sa camarade de classe crie son nom, et elle remarque qu'il a une main quelque peu inhabituelle. On dirait un tas de tentacules enchevêtrés avec d'autres tentacules. Comme c'est étrange. Notre héros frappe la poitrine du garçon étendu sur le sol et libère de l'énergie bioélectrique en lui. Magiquement, le garçon revient à la vie. Puis Shomzaku dit que le rythme cardiaque a été restauré. Le baron se relève en traitant notre garçon d'ordure. Et très irrité, il dit qu'il continue d'utiliser toutes les ruses possibles pour l'humilier. Chong Zekin veut savoir ce que bizarre signifie pour lui, si c'est simplement une source d'énergie modifiée. Il dit qu'il lui manque le charme mystique du bizarre et qu'il ne peut pas non plus manipuler l'électricité selon la science. Il ajoute qu'il n'est qu'un homme affamé et arrogant qui a soudainement obtenu des pouvoirs. Sorti de nulle part, le baron se met à rire de la situation. Il attrape des gens avec ses tentacules et dit que ceux qui osent le sous-estimer ne mourront pas gracieusement. La fille crie qu'il aspire l'énergie de ses propres sbires. Ce groupe de personnes tombe mort au sol, et il dit qu'il va donner un instant pour assister à la véritable puissance. Puis il pousse un cri, manifestant toute cette énergie terrifiante. Notre héros reste ferme tandis que l'énergie tourbillonne autour de lui. Il fait un mouvement avec ses bras et tous ses tentacules se tordent. Il crée un immense filet défensif autour de lui et des autres élèves. Puis il active son pouvoir et finalise ce bouclier protecteur. L'homme n'est pas satisfait, disant que cette chose a obstrué son pouvoir. Et il demande combien de temps il pense pouvoir ignorer sa force absolue. Chang Zekun continue de s'efforcer de protéger tout le monde. Quand cette énergie prend une forme terrifiante et s'avance vers lui, le baron, sous sa forme d'énergie pure, dit qu'il n'aura aucune chance contre lui. En essayant de se défendre, il remarque qu'il y a une piscine derrière eux. L'instant d'après, tous les deux tombent dans les eaux. Le baron dit que ça ne lui pose aucun problème de le noyer, mais qu'il préférerait le voir incinéré. Et il ajoute qu'il a plus de valeur pour lui en tant que matière première. Notre héros continue de se défendre contre les attaques tout en le provoquant, lui demandant si c'est vrai. Puis il active à nouveau son pouvoir. On dirait que cette chose aspire le baron, et il se demande si c'est une batterie. Excité, il demande comment il peut submerger une batterie et comment Léo empêche la conduction de l'électricité. Shonsei-kun dit que les gouttelettes d'agitation sont impures par nature et peuvent fonctionner comme une coquille protectrice. Il dit qu'il a nettoyé les gouttelettes d'agitation de la zone et que dans cette eau isolée, il ne peut se déplacer que vers les gouttelettes d'agitation de l'appareil. Et sans les impuretés de la zone, il semble qu'il ne puisse pas recondenser son corps en chair. Le baron crie que ce n'est pas possible et demande s'il a déjà été à la salle de sport. Shonzekin dit alors qu'il a toujours prétendu être un chuchoteur du bizarre. Et au moment où il a laissé son bizarre exposé au jugement, son sort était déjà scellé. Le baron crie de désespoir, l'insultant et exigeant d'être libéré. Puis, l'instant d'après, on ne le voit plus au fond de la piscine. Soudain, des tentacules émergent de Léo, et notre héros apparaît au bord de la piscine avec cet appareil. Il dit qu'avec des humains audacieux comme lui dans le monde, il aime de plus en plus le bizarre. Le baron semble effrayé par ce qu'il voit. Il regarde cet endroit rempli de cristaux étranges. Une voix demande si c'est l'endroit qu'il a toujours voulu connaître. Puis elle l'appelle Baron Egan de Moonseas.
Il dit que c'était exactement comme il l'imaginait, que Moonrise soutenait Chang Zekin. En jurant, il affirme que la patronne regrettera de l'avoir laissé partir. Il rit de manière incontrôlable en disant que l'empire Moonseas ne signifiera rien pour lui quand il conquérera Moonrise. Mais soudain, quelque chose semble échapper à son contrôle et il demande quelle est cette puissance inversée. Nunantiti dit que c'est exactement comme Chang Zekin l'a décrit. Elle ajoute qu'elle ne voit aucune trace de bizarre en lui, juste un homme avide de pouvoir, donc elle peut s'occuper de lui en toute conscience. Elle dit que la durée de vie du bizarre dans son corps dépasse la sienne et qu'il ne peut ni vivre ni mourir avec. Elle explique qu'un jour son corps sera vieux et ne supportera pas cette puissance. Alors qu'il commence à dépérir, elle affirme qu'elle l'incinérera jusqu'à ce qu'il soit calciné. Hurlant au milieu de ce feu, il demande ce qu'elle est et ce qu'elle lui fait. Elle explique que le karma étant tout ce qui existe dans ce monde et que tout ce qu'elle fait, c'est accélérer la justice karmique, menant même jusqu'au destin lui-même. Ce type est réduit en cendres, mais quelque chose reste au sol. Elle place sa main sur son visage et dit qu'elle ne devrait pas garder les yeux ouverts sur une trop longue souffrance. Elle pourrait, sans le vouloir, finir par jeter un œil et voir la fin du monde de ses propres yeux. Quelque temps plus tard, de retour à ce bar, Guan Shu prend un verre en regardant notre héros. Il semble pensif et inquiet. Elle lui demande si tout s'est résolu sans problème et dit qu'elle n'aurait jamais pensé le voir avec cette mine. Elle déclare que même avec ses bizarres favoris autour, il a l'air mort. Pensif, il dit qu'il se remémorait juste quelques situations du passé. Naru le regarde, interrogative. Il répond que ce n'est rien de sombre dont il ne puisse parler et qu'au contraire, il va leur raconter. Il y a longtemps, il a été exclu par les gens parce qu'il parlait de phénomènes bizarres. Ils se sont ligués contre lui, et il a cru que sa vie était finie. C'était la première fois qu'il ressentait la peur. Mais soudain, quelqu'un est venu l'aider. Elle pouvait voir le bizarre tout comme lui, et il a compris qu'il préfère dire qu'il peut bien les juger grâce à elle. Mais un jour, elle a simplement disparu de la même manière qu'elle était apparue. Elle a fait dire qu'elle avait peut-être simplement déménagé, et il a failli laisser tomber. Mais maintenant qu'il connaît l'existence de Moonseas, il croit qu'elle a peut-être été kidnappée par eux toutes ces années. En ce qui le concerne, il n'a pas besoin d'une autre motivation. Il doit devenir fort pour affronter l'organisation et chercher où elle se trouve. La patronne dit qu'à son niveau actuel, il ne peut affronter que le baron, et que choisir cette voie fera de lui une cible de l'organisation. Chang Zekin déclare qu'il n'est pas très doué avec les gens, mais qu'il y a quelque chose que les humains et les bizarres ont en commun. Il se souvient de sa partenaire disant qu'il devrait définir les positions par la force. Qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour les humains d'avoir ces sensations que de le sentir sur leur peau. Alors il leur a demandé de lui montrer, s'il vous plaît, comment se battre contre cette organisation. La patronne dit qu'il semble qu'il a déjà pris sa décision. Puis elle tend la main et lui dit de la suivre. Car à Moonrise, il y a un endroit où ses souhaits peuvent être exaucés. Notre héros suit la patronne jusqu'à cet endroit étrange. Curieux, il se demande quel genre d'endroit c'est. Cet endroit est la zone la plus profonde de Moonrise, et les bizarres qui s'y trouvent ont leur raison de vivre isolés. Elle lui demande s'il se souvient de leur niveau de classification de danger. Adrénaline Vita est celui qui a la capacité de causer des blessures ou une perte d'énergie vitale. Le fatal peut facilement causer la mort ou l'annihilation. Le niveau dangereux pourrait mettre le monde entier en danger. Il y a l'abomination qui pourrait ébranler les fondations naturelles du monde. Enfin, les bizarres de cet endroit sont de niveau dangereux, et c'est bien là que se trouve la véritable prison de Moonrise. Surpris, notre héros dit qu'il y en a un là-haut. C'est l'ombre qui peut se matérialiser et se superposer aux existences passées, perturbant la chronologie entre le passé et le présent. Il peut même réunir quelqu'un avec un vieil ami. Quelque chose d'étrange commence à se produire là et prend forme. Notre héros est surpris par ce qu'il voit. Une étrange créature apparaît devant lui. Chang Zekin se demande si c'est le corps d'un bizarre. Il demande à Nunantiti pourquoi elle a ramené cette personne et ce que tout cela signifie. Il demande ensuite si c'est le corps de son parasite. Mais il comprend qu'il peut utiliser cette vision pour mieux enquêter sur les bizarres et demande ce qu'il voit en observant de près. Il ramasse cette chose bizarre. Chang Zekin commente comment il peut se transférer facilement comme s'il n'avait aucun attachement. Cela montre qu'il n'est pas un parasite par essence. Il ne fait cela que pour survivre. Ce qu'il désire, c'est une renaissance indépendante. La créature dit que le pouvoir de perspicacité de l'hôte est en effet précis. Elle déclare qu'elle est prête à parier sur lui et veut savoir s'il accepte de participer à cela pour ses propres objectifs. Puis elle lui dit d'accepter ses restes et que ce ne sera pas à elle de céder sa force, mais à lui de dominer et de libérer son pouvoir. Il se souvient à nouveau de la fille qu'il a sauvée et pense qu'il lui a fait confiance. Faisant un mouvement avec son bras, il dit que le résultat de son pari devrait être bénéfique pour tous les deux. Puis il prend cette cape et la met, et l'énergie commence à se répandre dans tout l'endroit, et un de ses yeux change complètement. Chang Zekin demande si elle considère toujours son moi humain actuel, mais elle promet que lorsqu'il absorbera assez d'énergie pour renaître, il redeviendra complètement humain. Puis elle ajoute qu'elle a déjà préparé la nourriture initiale, tandis que ce type lui saute à nouveau dessus. Mais notre héros remarque l'attaque et l'interrompt sans grande difficulté. Il se demande s'il matérialise le passé et déclare que c'est le pouvoir de l'ombre. Il prépare une attaque en disant que si le passé matérialisé n'est pas plus faible, ce baron Egan ne devrait pas avoir de surprise. Et avec ça, il frappe le type en plein dans le mille.
Cette imitation du passé commence à émettre un son étrange. Et l'instant d'après, elle devient une créature faite d'énergie pure. Notre héros n'est pas intimidé et déchaîne une onde de choc de sa main. L'attaque frappe directement la créature. L'instant d'après, cette chose est en feu sur le sol tandis qu'il dit que c'était comme il l'avait imaginé. Même les mêmes capacités ont des impacts différents quand on comprend leur fonctionnement d'une manière différente. L'ombre continue de voler au-dessus d'eux et si tous les kidnappeurs humains sont comme le baron, ces sphères d'énergie devraient suffire. La fille parle ensuite de la tâche qui les attend. Ce sera une chasse à l'homme. Mais il semble que notre héros soit un peu fatigué et déjà allongé dans son lit. Elle s'énerve un peu, lui disant de se lever. En plus de lui rappeler que c'est son lit, il commente que lui et son parasite Blitz ont atteint une synchronisation plus profonde et demande s'il ne devrait pas aller chasser Moonseas. Guan Shu explique que c'est une personne qu'il connaît. Puis elle montre une photo de sa camarade de classe Lori sur son téléphone. Il continue de regarder, tout emmêlé dans la couverture sans dire un mot. Notre héros, un peu négligent, ne sait même pas qui est la fille et Guan Shu s'énerve en pensant qu'il se moque d'elle. Chang Zekin veut savoir pourquoi il la poursuit puisqu'elle n'a aucun trait bizarre. Après que le baron soit allé à l'école, cette organisation a fait perdre la mémoire à toutes les personnes impliquées, mais cette fille a disparu. Chang Zekin s'interroge sur le fait qu'il ait effacé la mémoire de tout le monde. L'organisation ne veut pas que le public connaisse l'existence des bizarres car ils veulent monopoliser ce savoir et ces technologies. S'ils décident un jour de rendre cela public, ce ne sera qu'après avoir assez de pouvoir pour dominer le monde. Notre héros veut savoir ce que la fille a à voir avec ça, mais Guan Shu explique qu'ils n'ont pas une technique parfaite pour effacer les souvenirs. Le scénario le plus probable est que s'ils la trouvent, ils finiront par l'utiliser pour améliorer leurs expériences de fusion. Elle fait appel au fait que le garçon ne veut pas voir les bizarres se faire blesser, se demandant s'il va juste regarder tout ça sans rien faire. Puis, le lendemain, très tôt, il dit que ce n'est pas parce qu'elle lui a dit de suivre une humaine qu'il a les pouvoirs pour le faire. Mais bien sûr, la société a un moyen efficace de rechercher les gens. Ce serait en appelant les services d'urgence. Quelque peu convaincu, il pense que la meilleure façon est de laisser faire la police. Pendant qu'ils font ça, bien sûr, il va faire une sieste pour se reposer. Puis il tire la couverture pour ranger son lit, mais il semble qu'une petite surprise s'y trouve. Et la fille bave en dormant. Elle se réveille en se frottant les yeux, confuse. Puis au téléphone, il semble notifier à la police qu'elle a été retrouvée, ce qui la désespère. Elle se précipite, lui arrache le téléphone des mains et lui demande d'attendre. Effrayée, elle le supplie de l'écouter d'abord, car il est le seul à pouvoir la sauver. Mais il veut d'abord savoir comment elle est entrée. Alors elle lui dit qu'elle a cherché dans les dossiers de l'école pour trouver l'adresse, puis elle a dit qu'elle était sa petite amie et a demandé au personnel de l'immeuble d'ouvrir la porte. Notre héros est surpris qu'elle sache bien utiliser ses capacités. Puis elle parle de cette nuit à l'école et des gens qui ont été emmenés à l'hôpital. Au début, elle pensait que c'était pour vérifier si tout le monde allait bien, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle se souvient de la situation où tout le monde attendait et où les médecins leur disaient d'aller un par un aux urgences. Le médecin a demandé à ceux qui étaient dans le pire état d'entrer en premier. Effrayée, la fille demande s'ils pensent être en sécurité maintenant. Elle commente à une amie que tout cela était étrange et terrible, mais quelqu'un lui ordonne de se taire. Le médecin dit que c'est un centre d'urgence et qu'elle doit se taire. Alors, toute mielleuse, elle demande s'ils peuvent parler un peu moins fort. Mais à proximité, quelqu'un attire son attention en portant un miroir, et il semble qu'elle voit à travers le reflet, par la fenêtre des urgences, quelque chose d'assez bizarre se produire. La personne à l'intérieur semble vivre une situation tendue. Le médecin se contente d'observer la scène et dit que c'est déjà résolu. Puis elle dit à la personne suivante d'entrer pour ne pas perdre un seul patient. Elle se lève, terrifiée par cette situation. Le jeune homme sort des urgences quelque peu secoué. Elle demande ce qui se passe, effrayée. Le gars semble un peu lent et n'arrive pas à expliquer les choses correctement. Elle s'inquiète car il ne parle que de quelqu'un d'autre et ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé. Le médecin pousse brutalement le garçon, lui disant de se dépêcher car il y a plusieurs autres personnes. Ce jeune homme semble un peu hébété et a besoin de se reposer, tandis que la fille doit réfléchir vite pour s'échapper de là. Puis, soudain, le jeune homme lui vomit dessus. Elle le frappe en criant que c'était dégoûtant. La fille doit se nettoyer et ne sait même pas si elle a d'autres vêtements pour se changer. Le médecin, irrité, lui dit de retourner et de ne pas retarder les examens, et elle répond qu'elle l'a entendu haut et fort. Puis, quelques minutes plus tard, elle est dans la salle de bain en train de se nettoyer. Elle se souvient des mots du médecin lui disant de revenir, mais pense qu'elle ne le fera pas. Soudain, elle réalise que c'est le meilleur moment pour fuir. Elle ne peut pas simplement sortir en courant, sinon elle sera vue par les docteurs. Il semble que sa seule option soit de passer par la fenêtre. Mais en regardant en bas, elle voit des docteurs même à l'extérieur. Elle se demande pourquoi il y a des docteurs qui patrouillent. Ça devient de plus en plus bizarre. Elle réalise qu'il n'y a nulle part où s'échapper et se sent un peu désespérée. Puis soudain, quelque chose se passe dans son oreille. Elle se retourne vivement, demandant ce que c'est. C'est une étrange entité qui apparaît devant elle. Notre héros lui demande si elle est en train de dire qu'un bizarre s'est échappé. La fille affirme que c'est vrai et qu'elle a compris ses pensées pour une raison quelconque. Après ça, elle a réussi à s'échapper et à se cacher là. Notre héros lui demande de simplement baisser la tête.
Elle se sent un peu timide et demande ce qu'il est en train de faire. Puis il se rapproche et sent ses cheveux. Souriant avec enthousiasme, il dit qu'il y a bien des traces de bizarre en elle et qu'elle ne mentait pas. Elle s'énerve, voulant savoir s'il est heureux à cause d'elle ou à cause du bizarre. En plaisantant, il demande si c'est le cas. Elle lui crie dessus, demandant s'il a la moindre idée du nombre de types qui veulent être son premier homme. Mais il se demande en quoi sa popularité parmi les humains pourrait avoir un rapport avec lui. Elle dit qu'elle pourrait être offensée, mais se sent tout de même soulagée et ajoute qu'elle a vraiment choisi le bon endroit pour se réfugier avec lui. Chang Zekin dit que bien choisir est une absurdité. Il se sent frustré. Il veut savoir comment elle s'est simplement échappée, car cela ne semblait pas facile. Il raconte que lorsqu'il les a rencontrés pour la première fois, ils se faisaient aussi passer pour des professionnels de la santé. Ils ont semé le chaos à l'école sans alerter la communauté, ce qui prouve qu'ils sont assez efficaces. Chang dit qu'il craint qu'il les laissé voir l'appareil intentionnellement et que leur objectif pourrait être le bizarre qu'elle a rencontré. La fille prend peur et demande s'il pourrait encore la poursuivre. Chang Zekin confirme que c'est tout à fait possible et espère qu'elle retrouvera ce bizarre. Désespérée, la fille dit qu'elle ne veut pas subir de lavage de cerveau. Mais notre héros la retient, lui disant de servir d'appât et d'attirer l'organisation. Un peu confuse, elle le questionne. Il explique que son but est de trouver et d'aider les bizarres, mais que sa seule préoccupation est de ne pas pouvoir interroger plus de prisonniers. Guanshu est surprise qu'il ait trouvé la fille et que l'organisation la poursuive. De plus, elle utilisera ce qui a été dit pour essayer de découvrir l'identité de ce bizarre. Touchant la tête de Naru, elle lui dit d'attendre. À l'intérieur, elle semble un peu endormie, puis elle commence à se réveiller lentement. Elle commente que c'est un enfant qui ne lui est pas très familier. On dirait une méduse lumineuse qui flotte. Elle se demande si elle s'échappe et dit qu'elle ne pourrait l'aider que si elle était dans le monde psychique. Puis elle lui serre les jambes, en disant que c'est chaotique et terrible. Quelque temps plus tard, Guanshu dit à notre héros qu'elle a trouvé des indices. Il semble que ce bizarre ne soit pas originaire de Moonrise. Ce doit être un étranger et il a possiblement des pouvoirs psychiques. Chang Zekin veut savoir si elle a trouvé quelque chose sur les Moon 6 capables d'effacer les souvenirs. Mais la fille dit qu'elle n'a jamais vu ça avant et que c'est un pouvoir qui fonctionne à l'inverse de son impact. Donc, contrairement à Egan, ils ont le pouvoir de se déguiser et de se cacher. Guanshu veut savoir s'il a besoin d'aide car, bien qu'elle sache qu'il a de l'expérience, il n'affrontera probablement pas une seule personne. Il demande s'il faut envoyer une entity, car il imagine qu'elle est très puissante. Guanshu s'énerve et lui demande à quoi il sert si la patronne doit agir. Il lui demande alors de le conduire à l'endroit indiqué, car il a l'intention de s'occuper d'abord de Moon6, puis d'aider le bizarre. Lori semble être un peu timide par là. Elle se demande si, sous cet angle, il ne peut pas voir toutes ses formes. Mais il demande qui serait intéressé par voir ça et dit que si elle se met dans son champ de vision, il le lui fera savoir. Timidement, elle s'interroge sur la scène et ne sait pas à quel point la position du téléphone est séduisante. Mais Chang Zekin dit que son seul travail est de se promener pour qu'il puisse l'observer, pendant que tout le monde autour remarque la fille. De cette façon, il lui est plus facile de l'observer de loin tout en ayant une idée de ce qui l'entoure grâce au téléphone. Et même s'il y a des espions à proximité, il a l'intention de les voir de cette façon. Même Bleed surveille la situation. Ce parasite se dirige vers sa main. Mais en fait, ils errent depuis des heures et n'ont rien trouvé de suspect. Il marche tandis qu'une caméra de sécurité suit ses mouvements. Notre héros réalise le moment exact où la caméra tourne. Tout indique que quelqu'un l'observe depuis un autre endroit. Le parasite dit que la caméra a tourné et qu'elle le surveille clairement. Il se sent un peu tendu face à cette situation, espérant qu'ils n'ont piraté que le système Sky-Eye. Chang Zekin leur dit d'arrêter pour aujourd'hui et commente que le système de sécurité du gang est plus important qu'il ne le pensait. Mais à l'autre bout du fil, personne ne répond. Le type dit qu'elle n'écoute pas. Quelque chose d'étrange commence à se produire devant lui. Il est pris au dépourvu par une sorte de manifestation d'énergie. Quelque chose lui dit qu'ils sont tapis à côté de lui et qu'ils devraient aller de leur côté. Pendant ce temps, la fille observe cet endroit trembler et, semblant être dans une sorte de transe, elle dit qu'elle doit y entrer maintenant. Il pense que leur objectif principal n'est pas Moon6, mais plutôt ce bizarre qu'elle a rencontré plus tôt. Chang Zekin trouve son pouvoir assez curieux et parvient même à l'entendre crier. Il commence à se souvenir de l'odeur qu'il a sentie du bizarre sur la fille. Il en conclut que celui-ci utilise la communication par phéromone, mais il ne comprend pas pourquoi le bizarre appellerait Lori maintenant. Puis il observe l'endroit où il se cache et cela semble être un hôtel. Il arrive à la réception de l'hôtel, qui semble vide. Appuyé sur le comptoir, il dit qu'il n'y a personne aux alentours. Il dit à son parasite qu'il ne voit rien non plus. Il semble que l'écran soit limité et qu'il n'y ait aucun signe de la fille, mais il a mémorisé les caméras et peut le guider. Une voix venant d'Eno dit qu'il enquêtait sur la situation. Guanshu apparaît en disant que le ciel a bien été piraté et que tout indique que c'était Moon6. Cela semble également indiquer que Moon6 est à proximité, et le pire des cas serait d'avoir à faire face au bizarre et à l'organisation en même temps. Chang Zekin trouve l'angle sous lequel elle lui parle un peu étrange, mais elle affirme qu'elle n'est pas là pour surveiller. Le parasite demande pourquoi il n'a pas appelé la fille à l'aide. Il répond que l'ennemi, cette fois, est furtif. Il explique que son but est d'aider, mais que son pouvoir pourrait faire une énorme différence. Il dit qu'au nom de Moonrise, elle opère sous forme humaine,
Il y a donc une chance que l'organisation connaisse son identité. Lemne mettrait l'ennemi en état d'alerte et compliquerait son travail. De plus, en ce qui concerne ses compétences d'enquête, il semble assez confiant alors qu'il déploie divers tentacules avec des yeux tout autour de l'endroit. Ses yeux commencent à ouvrir les portes et à espionner à l'intérieur. Ils entrent également par les fenêtres pour chercher la cible. Chang Zekin pense que, grâce à Blitz, ils peuvent voir diverses situations même les yeux fermés. Déçu, il ne trouve que des couples en train de s'amuser, et son parasite commente qu'il s'attendait à autre chose. Il dit qu'il se fiche de ce tas de scènes ennuyeuses dans un monde de milliards de personnes, sauf si, bien sûr, les participants sont des bizarres. Alors il dit que ça en vaudrait la peine, mais le parasite affirme qu'il ne peut pas répondre à cela en tant que bizarre. L'instant d'après, il dit qu'il a trouvé quelque chose, et il semble que ce soit la fille marchant en transe. Elle n'est pas dans son état normal, mais elle n'est pas seule, car plusieurs autres êtres étranges sont en alerte aux fenêtres et aux portes. Chang Zekin dit qu'il ne voit rien d'étrange. À ce moment-là, quelque chose d'étrange bouge dans son dos. Son parasite sent le mouvement et bloque l'attaque juste à temps. Il semble qu'il avait raison. L'être étrange contrôle le garde du corps et tout le monde est manipulé mentalement. Puis il commente qui, selon lui, essaie de les contrôler. Mais le garçon semble un peu excité par ces choses qui se tortillent, pendant que le parasite explique ce qu'il va faire. On pourrait dire qu'il est piégé, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il semble que le reste se trouve à un autre endroit ou peut-être sur un autre plan. Il vérifie avec son bras, utilisant à nouveau son pouvoir, et se rend compte qu'il ne peut voir qu'un seul tentacule. Il continue d'avancer et de scanner pendant que le parasite le défend de cette entité étrange. Maintenant, ses pieds se transforment aussi en tentacules luisants. Chang Zekin trouve incroyable de ne voir l'être étrange qu'en inversant un angle d'observation. Puis il demande à la créature s'il doit l'appeler Malamar. Cette entité dit qu'elle a été vue et que c'est une ennemie. Elle s'élève du sol en souriant. Elle dit que c'est l'ennemi et que la confrontation est nécessaire. Puis elle appelle ses esclaves et leur ordonne de le tuer. Cela rappelle à Chang Zekin le moment où il a rencontré la fille aux noix. Parce que selon Guangzhou, le pouvoir de la cigarette est psychique. Il dit que comparé à cette silhouette humanoïde inversée, il trouve la méduse plus attrayante. Les personnes asservies s'avancent vers notre héros avec l'intention de le détruire. Une attaque s'approche, mais il l'esquive facilement. Lori attaque de nouveau, et une fois de plus, il s'écarte. Il remarque un autre type tout courbé qui vient pour attaquer. Il met son bras en avant pour bloquer le coup. Puis, avec chaque bras, il attaque deux de ces types, les neutralisant sur le champ. Il se rend compte que ce sont des faibles et qu'il peut gérer ça sans difficulté. La méduse trouve cela vraiment incroyable. Elle dit qu'elle a appris à utiliser ses pouvoirs dans le monde psychique et que si elle veut, elle peut aller s'entraîner avec lui là-bas. Mais quelque chose attire à nouveau son attention. Plusieurs méduses apparaissent, tenant des gens la tête en bas en transe. Blitz lui dit de n'avoir peur de rien, car ce n'est qu'une image mentale. Et dans la vie réelle, ils restent les mêmes. Il semble que les voir déguisés en entités étranges le dérangent un peu. Puis il panique, pensant que c'est une sorte de piège, et dit que son esprit se brise. Le parasite lui demande de se calmer, car garder la tête froide est l'une de ses meilleures armes. Mais il dit qu'il a la tête froide et qu'il va simplement s'occuper de ces choses. Il utilise alors son pouvoir d'onde de choc, frappant tout le monde. Ces créatures sont touchées et semblent fondre, ce qui laisse notre héros sous le choc. Les rayons continuent de se propager sur eux tous, et Chang Zekin tire sans pitié. Il remarque quelques signes d'agitation dans la zone. Il se rend compte qu'il n'avait pas remarqué cette agitation depuis qu'il est entré. Ils semblaient agités, mais ils n'ont rien fait. Il ne sait pas si ce sont des entités étranges ou des parties manipulées par des humains. Il croit que Léo sans forme et sans trace est son véritable médium. Mais finalement, l'être étrange lui dit qu'il a tort. Elle lui dit qu'elle peut saisir les pensées les plus profondes de ceux qu'elle rencontre et que la connaissance est sa véritable arme. Elle dit qu'elle ne veut faire de mal à personne, mais que tout le monde veut lui en faire et que la faute de cette confrontation lui revient entièrement. Rien qu'avec ce contact, elle savait déjà tout ce qui se passait dans sa tête et a utilisé ses formes pour le perturber. Tout comme il n'a besoin que d'un regard pour comprendre une entité étrange, il semble qu'elle ait fait de même. Le parasite l'exhorte à reculer, car s'il échoue ici, il sera consumé. Mais il semble satisfait et dit qu'il ne s'est jamais senti aussi léger. Il demande à Malamar si elle a dit que la connaissance était son arme, mais affirme qu'elle ne voit que la moitié de la situation. L'être étrange s'agite, se demandant ce qu'il veut dire. Il explique qu'elle a vu ses pensées et l'a entendu, provoquant la confusion, mais qu'elle n'a pas compris ses intentions. Et il ajoute qu'elle ne peut pas percevoir qui a pris soin de lui pendant tout ce temps. Puis une immense main géante apparaît, tenant cette méduse. Il lui dit qu'elle a peut-être profité de son inquiétude, mais que c'est elle qui a blessé les gens en premier. La tenant par la jambe et l'amenant à sa bouche, il déclare qu'elle est instable, terrible et dégoûtante, mais qu'elle doit être consumée. La créature crie alors qu'elle est emmenée vers la bouche de Naru. De retour dans le monde réel, elle est allongée sur le sol avec tous les esclaves inconscients. Il semble que l'ennemi était si effrayé qu'elle a démantelé son propre monde psychique. Peu importe sa force à l'intérieur, car dans le monde réel, ce n'était qu'une méduse. Mais elle savait que Naru pouvait gagner ce combat. Il s'excuse d'avoir profité d'elle, mais dit que pour gagner sans la blesser, il devait faire cela. Soudain, Naru devient désespéré et fait du bruit. Surpris, Chang demande quel est le problème.
Une voix lui demande s'il peut baisser les bras. Une femme l'attrape par le cou avec des griffes étranges, disant que s'il se rend, elle ne fera pas de mal à ses amis. Cheng Zekin est surpris et lui demande qui elle est. Mais la personne ne se soucie pas de la question et enfonce sa griffe dans son cou. Elle dit qu'elle l'avait prévenu de ne pas résister et que c'est lui qui la force à attaquer. Il essaie de se défendre en demandant quand il s'est battu et prétend qu'il était juste, mais elle l'interrompt et le blesse à nouveau. Il semble ne plus pouvoir voir et une toxine en est la cause. Pour ne rien arranger, le parasite ne peut pas voir non plus car ils partagent le même corps. La femme dit que puisqu'il est un chuchoteur d'êtres étranges, sa vision est une arme naturelle. Mais elle affirme qu'il n'a pas à s'inquiéter, car la cible est la méduse. Et s'il ne fait rien, tout ira bien pour lui. Notre héros se demande pourquoi il devrait la croire. Naru est secoué et la femme dit qu'il peut la croire sur parole. Naru saute de ses genoux et s'enfuit. Cheng Zekin se demande si cela signifie que l'ennemi n'a pas de pouvoir psychique et qu'elle utilise des toxines pour nuire à l'esprit. Puis soudain, elle dit que Tate peut se lever et une étrange créature répond qu'elle est présente. La femme lui ordonne de ramasser l'être étrange au sol et de partir immédiatement sans autre idée en tête. La créature s'approche de la méduse et dit qu'elle fera comme elle le souhaite. Notre héros se demande ce qu'il doit faire, s'il doit abandonner ou essayer de se battre. La créature étrange parle d'obstruction, mais il semble que quelque chose la dérange. Derrière elle, Guan Shu apparaît, tenant ses vêtements comme un petit chien. La femme demande s'il existe une sorte d'outil de Moonsis qui parle comme un robot. Puis elle appuie sur un bouton de la télécommande, et une énorme explosion se produit à cet endroit. La femme est prise au dépourvu et essaie de se protéger des débris. Au milieu de la fumée, elle remarque qu'elle a fait un trou dans le plafond. Et par là, Guan Shu réussit à secourir notre héros. Elle dit que, comme il l'avait demandé, elle a garé la voiture à proximité. Mais la prochaine fois, elle aimerait être prévenue quand les choses tournent mal. Cheng Zekin dit que ce n'est pas le moment de se faire gronder. L'être étrange est toujours en bas. Puis elle étend sa main à travers plusieurs tentacules pour atteindre le bas. Il semble qu'elle ait heurté la barrière protectrice naturelle de la créature, pleine de vitalité. Cette chose dit qu'elle a réussi en avalant la méduse. La femme dit qu'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle revendique cet être bizarre pour les Moonsis. La fille réalise qu'elle n'est pas en position de force. Soudain, notre héros retrouve la vue. Elle remarque qu'il est assis dans la pièce, et son partenaire se réjouit qu'il se soit débarrassé des toxines. Naru lui saute dessus, toute contente. Et il dit que ça veut dire que l'organisation a emporté l'être bizarre. Guan Shu déclare que son but est de l'aider, donc sa sécurité est la priorité. Et qu'à partir de maintenant, il ne doit pas sous-estimer l'organisation. Cheng Zekin reconnaît que l'organisation le connaît vraiment bien et qu'il a été piégé à la perfection. Mais si elle pense que ses capacités se limitent à la vision, elle se trompe. Guan Shu est curieuse de savoir ce qu'il va dire ensuite. Il fait remarquer qu'il peut distinguer le son de ses talons hauts. Il réalise que l'ennemi est assez grande, qu'elle a un toucher délicat et une élocution travaillée. De plus, il remarque qu'elle portait un parfum coûteux. Il se souvient du moment où elle a dit qu'il était un chuchoteur d'êtres bizarres. Cheng Zekin se demande si elle était autrefois une star, peut-être un mannequin ou une actrice. Et vu la façon dont elle l'a tenue, il pense que son appendice bizarre doit être près de son épaule. Cheng Zekun dit qu'il pourrait jeter un coup d'œil par surprise.